Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence ce soir pour cette conférence co-organisée par la formation Léon Lezoal et la gauche anticapitaliste sur l'extrême droite et l'écologie, donc nommée entre écofascisme et carbofascisme, comment lutter. Ce soir, on a la joie d'accueillir notre camarade Antoine Dubiot. Antoine est chercheur en géographie à l'Université de Genève. Il est auteur d'un livre qui s'appelle Écofascisme, sorti en 2022. Il est également militant chez Solidarité, donc une organisation sympathisante de notre organisation internationale, la 4e internationale, donc en Suisse. Pour planter un peu le contexte de la discussion qui va avoir lieu ce soir. Donc on est dans un moment très particulier en ce qui concerne à la fois l'écologie et la fascisation de la société. Il y a beaucoup qui se joue notamment avec le Trumpisme et le retour de Trump pour son deuxième mandat aux États-Unis. Deuxième mandat qui s'inscrit clairement dans un concept dont on entend beaucoup parler, qui est le backlash écologique. Donc un retour sur tous les petits gains, certes vraiment en deçà de ce qui est nécessaire pour faire face à la crise écologique telle qu'on la connaît, mais qui existait néanmoins. Donc il y a un retour là-dessus. Et idéologiquement, l'extrême droite se construit beaucoup autour de cette idée de retour contre n'importe quelle mesure qui vont dans un sens progressiste pour la question écologique. Donc ça, c'est le contexte des États-Unis. Trump l'annonçait dès sa campagne, drill baby drill. Donc on reprend les forages à fond. Relance du capitalisme des États-Unis, notamment autour de l'industrie fossile. Donc remettre l'industrie fossile au cœur du capitalisme états-unien, comme si ça avait arrêté un jour. Mais bon, voilà. C'est un contexte plus large aussi où on voit apparaître des intérêts convergents entre d'une part les extrêmes droites et d'autre part l'industrie fossile. On peut penser, j'en ai dit un mot, les États-Unis, avec notamment le soutien à l'État d'israélien dans le génocide qui est en cours à Gaza, avec clairement ce qui se cache derrière ce soutien, c'est sécuriser le Moyen-Orient et l'accès au pétrole pour les impérialismes occidentaux, avec les États-Unis en première ligne. On peut aussi penser à la Russie de Poutine qui finance son invasion de l'Ukraine en vendant son gaz, que d'ailleurs l'Union européenne n'a jamais cessé d'acheter malgré tous les grands discours. Donc voilà, derrière la barbarie impérialiste, on voit que l'industrie fossile n'est jamais très loin. Si on prend le cas de la Belgique, depuis quelques mois maintenant, on a un nouveau gouvernement, le gouvernement Arizona, qui est un gouvernement de droite radicale, super réactionnaire. Sur la question écologique, le vide absolu. On s'en remet à la loi du marché pour régler absolument tous les problèmes. La croyance dans la technologie qui va nous sauver. Relance à fond de l'industrie nucléaire. Et on a, dans ce contexte-là, un empoisonnement à grande ampleur de toute la population avec la question des PFAS, dont vous avez peut-être entendu parler. Et on a dans ce gouvernement des ministres qui sont clairement climato-négationnistes, comme par exemple le ministre de l'économie, David Clarinval, voilà, qui appelle à des pauses dans les normes climatiques, parce qu'il faut bien relancer la croissance, vous comprenez. Voilà. Alors c'est dans ce contexte qu'on invite Antoine pour qu'il discute de comment l'extrême droite peut s'approprier cette question écologique et comment elle intervient justement dans un moment de fascisation de la société au sens large. Antoine va parler pendant une 40-45 minutes à peu près, et ensuite on aura un moment d'échange et de discussion avec la salle. Voilà, Antoine, tu peux y aller. Je lance le chrono. Merci beaucoup Denis pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à la gauche anticapitaliste pour cette invitation. Ce que je vais essayer de vous proposer, c'est une perspective un peu générale sur les rapports entre extrême droite et écologie. Donc il y a plein de moments, je vais pas rentrer trop dans le détail. Par contre, dans la partie échange, après les 40 minutes en gros où je vais parler, aucun problème pour qu'on aille un peu plus dans le détail. En plus, il y a plein de différences nationales à chaque fois. Et moi, je ne suis pas très connaisseur de la situation belge, donc je suis sûr que vous avez beaucoup à m'apprendre aussi sur ce qui se passe chez vous. Et évidemment, la question, elle est large et complexe, donc ça fait aussi que des fois, je vais catégoriser des choses, mais je ne vais pas forcément toujours bien peut-être les préciser. Voilà, n'hésitez pas, on pourra revenir sur ça sans souci. Et je vais parler de deux grands concepts qui sont les deux qui sont dans le titre, carbofascisme et écofascisme.
j'insiste bien sur un point qui me semble important, c'est que analyser le rapport à l'écologie de l'extrême droite, ça nous renseigne sur la dynamique générale de l'extrême droite. Ce n'est pas seulement une manière d'essayer de caractériser un rapport sectoriel à la question écologique, comme si il s'agissait de voir ce que l'extrême droite fait sur la question écologique et que ça ne nous dit rien sur le reste de sa dynamique. Je pense qu'au contraire, parler d'écofascisme et de carbofascisme, ça a vraiment comment dire, une fonction heuristique, on va dire, plus large. C'est ce que je vais essayer de montrer. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir ce panorama un peu général et qu'on avait discuté de ça avec les camarades avant de planifier cette conférence. Ça permet de voir comment l'écologie fait partie de cette dynamique générale de fascisation. Mais la difficulté, c'est qu'on est quand même obligé de passer par une description de comment cette question est investie. Mais ça permet de voir comment elle est insérée dans ce processus plus large et je vais essayer de vous le montrer. De fait, du coup, il y aura beaucoup d'emboîtements dans ce que je vais décrire. C'est-à-dire que je vais souvent emboîter les différentes démonstrations, démonstrations ou descriptions plutôt, on va dire, que je vais proposer. Voilà, c'était juste pour vous prévenir que ça va être un petit peu un jeu de Lego quand même à certains égards. Je vais plutôt commencer par le carbofascisme et après je parlerai plutôt de l'écofascisme dans un deuxième temps. Moi je suis plutôt spécialiste de l'écofascisme à la base parce que j'avais écrit donc, ce petit livre il y a quelques années. Et pourquoi je commence par le carbofascisme? C'est parce que je pense que c'est quand même le problème un peu plus important, entre guillemets, en tout cas, qui est le plus visible et qui a le plus d'implications, on va dire, aussi sur la situation politique actuelle. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit deux processus qui soient complètement distincts, etc. Je reviendrai sur ça plutôt à la fin, voilà, j'espère que ce sera clair pour ça. Du coup, d'abord, avec ce concept de carbofascisme, je voudrais juste commencer par un point, c'est que quand on parle d'extrême droite et d'écologie, le terme qui ressort généralement, c'est le terme de climato-scepticisme ou alors des dérivés de ce terme, climato-négationnisme, climato-dénialisme, etc. Ce n'est pas des termes qui sont faux en soi et on voit bien dans beaucoup de déclarations de dirigeants d'extrême droite au pouvoir ou qui s'approchent du pouvoir. Dans plein de pays, il y a des déclarations qui remettent en question les résultats scientifiques, qui remettent en question la démonstration d'une origine anthropique du réchauffement climatique notamment, ou alors et c'est peut-être un petit peu la mutation qui a été pas mal décrite ces dernières années, c'est plus une réfutation du caractère anthropique en général, mais c'est une modération de cette contribution humaine au réchauffement climatique. Voilà, il y a une diversité de discours comme ça qui existent. En tout cas, ils sont cadrés en termes de climato-scepticisme. Il y a quelque chose qui pose un petit peu problème dans cette description en termes de climato-scepticisme, c'est qu'on va se focaliser sur est-ce que les dirigeants d'extrême droite, les sympathisants d'extrême droite, l'extrême droite en général, croient ou non au réchauffement climatique global, à la crise écologique. En fait, le problème, c'est de se centrer sur est-ce qu'ils y croient ou non. Bon, ça passe un peu, on va dire, les intérêts qu'il peut y avoir derrière ce type de positionnement un peu au second plan. Pour reprendre un vocabulaire un peu traditionnel, c'est une vision assez idéaliste en fait du rejet de l'écologie par l'extrême droite qui se focalise essentiellement sur un rapport à la science mais complètement abstrait. Je pense qu'en fait, il y a des intérêts matériels très clairs qui déterminent ce climato-scepticisme. Enfin, j'ai dit je pense, mais en fait, c'est démontré par un certain nombre de travaux sur comment, évidemment, les industries fossiles ont œuvré à nourrir ce type d'idées-là. De rejet des résultats scientifiques. Il y a eu des articles, c'était il y a 2-3 ans, sur le cas de Total en particulier, qui avait connaissance des effets climatiquement néfastes de l'exploitation et de l'utilisation d'hydrocarbures et qui ont été complètement silenciés pour pas qu'ils soient publiés pour évidemment garantir leurs intérêts directs. Donc plutôt que climato-scepticisme, il y a un autre terme qui a un peu émergé dans la littérature en sciences sociales, qui est celui d'obstruction climatique. Je pense que c'est un terme beaucoup plus efficace pour décrire un peu ce qui se passe. Le fait que ce n'est pas seulement une mise en doute un peu... C'est pas que c'est abstrait, mais centré sur la croyance ou non dans la science, mais dans le fait qu'en fait, il y a une entrave très claire, une obstruction à un certain nombre de politiques climatiques d'une part,
politique d'atténuation du réchauffement climatique, même aussi de politique d'adaptation au changement climatique, mais aussi une obstruction vis-à-vis de la conduite de recherche sur la question climatique, sur les questions écologiques de manière plus large. Et donc, je pense que ce terme d'obstruction est peut-être plus efficace à mettre en avant. En plus, dans nos discours, il a un côté presque plus, comment dire, efficace. J'ai déjà dit efficace juste avant. Bref, c'est pas très grave. Voilà, donc, premier point, avant de parler de carbofascisme, c'est déjà s'entendre sur le fait que c'est peut-être plus une obstruction climatique qu'un climato-scepticisme. La nuance me semble quand même importante pour refocaliser sur la question des intérêts matériels qu'il y a derrière le rejet de l'écologie. Maintenant, si on vient sur ce concept de carbofascisme, une fois qu'on a défini celui d'obstruction climatique, le carbofascisme ou fascisme fossile, c'est un concept qui, notamment, a été théorisé par un collectif international de chercheurs et chercheuses qui s'appelle le Zetkin Collective, dans un livre qui s'appelle Fascisme fossile. Donc, eux, ils parlent de fascisme fossile, mais carbofascisme, c'est vraiment la même chose. Pour eux, le carbofascisme, c'est une convergence d'intérêts entre l'extrême droite organisée et le capital fossile, on va dire, la grande industrie fossile. Qu'est-ce qu'il faut voir derrière cette idée de partage d'intérêts? C'est-à-dire qu'on a des intérêts qui ne sont pas exactement de même nature. C'est-à-dire qu'artificiellement, je vais distinguer un peu les intérêts du capital fossile et les intérêts de l'extrême droite organisée, simplement pour clarifier un petit peu les choses. Du côté du capital fossile, c'est assez clair. Les intérêts à défendre, c'est l'exploitation des hydrocarbures, d'intérêts économiques très directs. Je ne suis pas sûr que j'ai besoin d'aller très en détail là-dessus. Du côté de l'extrême droite organisée, c'est un peu plus subtil parce que c'est notamment la défense d'intérêts plutôt politiques de défense d'une civilisation occidentale fantasmée qui est largement adossée aux énergies fossiles. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'amalgame complet entre ce qui est considéré comme une civilisation en péril face à différentes menaces fantasmées, qu'elles soient des menaces raciales, mais menaces écologiques aussi, menaces de déclin en général de la civilisation que cette famille politique fantasme et dit défendre. Mais, je me suis un peu perdu dans ma phrase. Ouais, donc c'est défense amalgame entre ça et puis du coup une civilisation matériellement fondée sur les énergies fossiles, sur l'extraction d'énergie fossile, sur l'utilisation massive dans tout un tas de cadres. Mais je reviendrai un petit peu sur ce point parce qu'il y a quand même une dimension un petit peu réelle dans le fait qu'ils s'intéressent à la défense de ce type d'infrastructures, c'est qu'elles ont une matérialité, ces infrastructures. Donc il y a donc un partage d'intérêts entre ces deux groupes, mais qui dans beaucoup de cas est en fait il y a une convergence d'intérêts qui, des fois, est carrément un partage d'intérêts, c'est-à-dire que les mêmes acteurs se retrouvent du côté de l'extrême droite organisée et du côté du capital fossile. Je vais beaucoup me baser sur l'exemple des États-Unis parce que c'est un des plus documentés, un des plus flagrants, etc. Et notamment dans le cas des campagnes présidentielles de Donald Trump. C'est-à-dire que le capital fossile, c'est vraiment la première fraction du capital qu'a soutenu Donald Trump dès 2015 pour financer sa campagne. J'ai repris les chiffres de la dernière campagne présidentielle de Trump. C'est à peu près 15% des financements de sa campagne qui viennent du seul secteur du capital fossile. 15%, on pourrait dire, finalement, ce n'est pas énorme, mais en fait, vu la diversification du secteur de l'économie aujourd'hui, en fait, 15%, c'est assez important. Il y a à la fois des dons directement issus d'entreprises comme Exxon, Chevron, Occidental Petroleum, etc. Ça fait à peu près 7-8% à peu près des dons pour la campagne de Donald Trump. Puis il y a aussi des dons de PDG de ce type d'entreprise individuellement qui ont fait des dons parfois de plusieurs millions de dollars pour financer la campagne de Donald Trump, parce que comme vous savez, aux États-Unis, il n'y a pas de limitation, comme dans un certain nombre d'autres pays, de limitation dans les financements de campagne, financement privé de campagne électorale. Voilà, donc 15%, c'est en fait quelque chose d'assez important. Alors, c'est un chiffre qui s'est un peu réduit finalement d'une campagne à l'autre, parce qu'on a vu que derrière le capital fossile, il y a eu un alignement d'une large partie du patronat américain, et pas que américain, en réalité même mondial aussi, quand on regarde notamment la cérémonie d'investiture de Donald Trump lorsqu'il est revenu au pouvoir.
Maintenant, donc ce chiffre s'est presque un peu réduit. Ça ne veut pas dire que le soutien du capital fossile il s'est réduit dans l'absolu. Ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, il y a eu un alignement plus large du capital américain qui fait que, de fait, relativement, on a l'impression qu'il est moins important. Bon, le cas de Trump, c'est évidemment le cas le plus emblématique, le plus facile à documenter, etc. Mais en fait, ce n'est pas le seul exemple de cette convergence d'intérêts entre capital fossile et extrême droite organisée. Il y a un exemple que Denis a cité, moi je l'ai beaucoup moins étudié, c'est celui de la Russie, évidemment, avec un régime où il y a une centralité des oligarques dans le soutien matériel au pouvoir politique. Oligarques parmi lesquels il y a évidemment un certain nombre, en tout cas parmi les plus centraux qui sont à la tête en fait de groupes qui exploitent les hydrocarbures, dont c'est un peu le fondement. Et puis c'est devenu, comme tu l'as dit Denis en introduction, un moyen de pression géopolitique important et une manière d'asseoir aussi la domination russe à l'échelle régionale. Tout ça, c'est, on va dire, un peu la théorie du carbofascisme. On peut aussi regarder ce que ça donne quand ce type de formation politique arrive au pouvoir. Je vais reprendre l'exemple de Trump parce que c'est un exemple assez emblématique, mais en fait, c'est une situation qui se répète dans un certain nombre d'autres pays. Mais ce qui est intéressant avec Trump aussi, c'est de voir ce qui s'est passé entre le premier mandat et le deuxième mandat. C'est-à-dire qu'on a un schéma qui est globalement analogue dès le début du mandat, de détricoter un certain nombre de politiques environnementales existantes, de couper les financements dans un certain nombre d'institutions qui mettent en œuvre ces politiques environnementales, qui documentent la réalité écologique, etc. Simplement, le rythme il est très différent entre les deux mandats. Il y a une accélération très claire de détricotage des politiques environnementales entre le premier et le deuxième mandat qui est assez évidente. Ce schéma, on le retrouve dans un certain nombre de pays. Simplement, il y a des pays où il n'y a pas forcément aussi eu cette dissociation en deux mandats, où on n'a pas forcément vu une accélération aussi nettement, mais en fait, on retrouve la même dynamique de démantèlement de ce type d'institutions et de politique anti-écologique très affirmée, de soutien au capital fossile, mais c'est même plus large que le capital fossile. Si on prend l'exemple, par exemple, du Brésil, ce n'est pas forcément un soutien sous Bolsonaro, ce n'était pas forcément un soutien à des entreprises qui avaient investi dans l'exploitation d'hydrocarbures, c'était plutôt au capital agro-industriel où là, il y a aussi une dépendance aux énergies fossiles très forte qui est assez bien documentée. Moi, je ne suis pas du tout spécialisé de la question agricole, je vais laisser un petit peu de côté là et rester sur mon panorama un petit peu général. Voilà, ça c'est le type de politique carbofasciste qu'on peut avoir, qui en fait sont plus larges que le carbofascisme, parce que évidemment le fait de soutenir le capital fossile ou le capital de manière générale dans son ravage écologique, bon, ce n'est pas spécifique à l'extrême droite. Je pense que c'est important de toujours le rappeler pour aussi montrer en fait comment cette dimension écologique elle s'inscrit dans une dynamique plus générale de fascisation où il y a un soutien du capital à la montée des forces d'extrême droite dans laquelle la question écologique s'inscrit. En fait, pour moi, il ne faut pas l'isoler quand on l'analyse, il faut plutôt montrer que c'est une facette parmi d'autres mais qui a des spécificités un petit peu aussi. Une des spécificités qui est souvent assez peu évoquée, en fait, finalement, elle ne se trouve pas trop du côté de quel type de soutien le capital fossile va apporter à l'extrême droite. Parce que finalement, en fait, l'enjeu écologique là-dedans, il n'a pas, d'impact, on va dire, très sensible sur le type de soutien qui va être apporté, au sens où c'est quelque chose qui est assez bien décrit par la notion de climato-scepticisme quand même, c'est que l'enjeu écologique est mis de côté, c'est comme s'il n'existait pas dans la manière dont ce soutien est apporté à l'extrême droite. À mon sens, pour essayer de comprendre un petit peu la place de l'écologie dans ce paysage, c'est aussi du côté de la base sociale de ce carbofascisme qu'on peut essayer de regarder un peu les choses. C'est un peu plus touchy parce qu'il s'agit de regarder un petit peu est-ce qu'il n'y a pas une dimension écologique aussi au soutien d'une partie croissante de la population occidentale à ce type de force politique-là. Et c'est un peu ça que l'idée de base sociale du carbofascisme essaye de décrire. Il ne s'agit pas de dire que forcément c'est de la dimension écologique qui va favoriser le vote d'extrême droite, mais je pense qu'il y a quand même
quelque chose qui se rapporte à cette dimension-là via la question notamment du mode de vie. Je vais essayer d'être un petit peu plus fin que je le suis d'habitude parce que la question du mode de vie, on va dire, elle est souvent cadrée dans des termes très libéraux. Le mode de vie, c'est quelque chose de très individualiste, on va le cadrer sous ce modèle très consumériste. Et donc, s'il s'agit de critiquer un mode de vie, ben, ce serait forcément du fait que, pour le transformer, il faudrait avoir une démarche individuelle, forcément pour changer son mode de vie, ses pratiques de consommation, etc. C'est globalement le discours de l'écologie libérale qu'on entend un petit peu partout et qui, à mon avis, nous a empêché aussi d'aborder cette question du mode de vie à certains égards. Mais il y a un concept de sociologue allemand qui s'appelle le mode de vie impérial, que je trouve très efficace. Qu'est-ce qu'ils entendent par mode de vie impérial? C'est une manière de désindividualiser la question du mode de vie, de montrer qu'il y a toujours une infrastructure spécifique qui va soutenir le mode de vie adopté par certains groupes sociaux, par une certaine société, etc. Sur à peu près tous les plans, que ce soit en termes de mobilité, d'alimentation, de pratiques culturelles. On peut vraiment mettre beaucoup de choses derrière cette idée de mode de vie. Ce qui compte, c'est de dire que c'est une matérialisation à l'échelle individuelle ou à l'échelle des ménages d'une certaine structure sociale plus large, une structure impérialiste en l'occurrence dans notre cas, mais on pourrait imaginer bien sûr qu'il y ait une autre structure économique qui sous-tende nos modes de vie. Une structure qui, sur le plan écologique, repose sur ce qu'on peut appeler un échange écologique inégal, c'est-à-dire une forme d'aspiration des ressources du Sud global par les centres capitalistes, les pays du centre capitaliste, et en même temps d'externalisation des pollutions. Donc, c'est-à-dire de aspirer tout ce que l'extraction de ressources peut nous apporter sans en subir des conséquences négatives. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que les populations occidentales, notamment les classes populaires qui bénéficient de cette structure impériale, sont les responsables, bien sûr, de cette structure impérialiste. Mais je pense que c'est quand même important de voir que cet échange écologique inégal, en fait, en Occident, globalement, presque tout le monde en bénéficie. En bénéficie, encore une fois, j'insiste bien sur le fait que ça ne veut pas dire qu'il y a une responsabilité intrinsèque derrière qui se matérialise vraiment socialement de manière interclassiste, de manière égale dans toutes les classes sociales. Mais je pense que c'est quand même important de le mentionner parce que c'est un facteur aussi d'un certain attachement au mode de vie occidental et à ce qu'il peut permettre en fait de faire au quotidien et à la stabilité notamment qu'il peut apporter aux ménages occidentaux stabilité face aussi à la violence du capitalisme, face à une vie qui s'accélère, une vie sociale qui s'accélère, etc. Je pense que le mode de vie, c'est une matérialisation de ça, qui permet, de cette structure-là qui permet de juguler un petit peu ces effets sociaux délétères. Ce qui fait qu'on a souvent décrit le fait que, par exemple, on a souvent parlé de dépendance à la voiture individuelle pour un certain nombre de ménages installés notamment en zone rurale ou périurbaine, c'est-à-dire que sans voiture individuelle, il n'y a pas de possibilité de se déplacer parce que les services de transport en commun, notamment, sont trop faibles, etc. Tout ça est très juste, mais en fait, je pense que le décrire simplement en termes d'attachement, c'est aussi une description assez tronquée de la réalité. Je pense qu'il y a... Non, pardon, en termes de dépendance, j'ai spoilé la suite, en termes de dépendance, c'est une description assez tronquée de la réalité, parce que je pense qu'il y a quand même une forme d'attachement. D'attachement au sens de, comme ça assure la stabilité du modèle familial dans lequel les personnes sont insérées, en fait, il y a aussi le fait que rompre avec ce mode de vie-là, c'est aussi plonger dans l'inconnu à certains égards. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à détricoter dans cette question du mode de vie impérial qui n'est pas adressé globalement par la gauche, parce qu'il y a un peu une crainte aussi comme si on accusait les classes populaires d'être responsables du ravage écologique. C'est-à-dire que cette critique-là du mode de vie impérial, il faut toujours l'insérer, évidemment, dans une critique plus générale en fait, qui sont les principaux responsables du ravage écologique, quelle classe sociale a l'impact écologique le plus important. Bon, tout ça est très clair. Moi, je ne remets absolument pas en cause tous ces constats-là qui fondent la plupart des discours de la gauche occidentale sur la question écologique.
Simplement, je pense que si on n'adresse pas cette question du mode de vie impérial, en fait, on loupe quelque chose dans la manière de politiser la question écologique. On va faire comme si, en fait, le problème, c'était, on retrouve ça dans un certain nombre de discours d'une partie de la gauche contemporaine, de dire, en fait, c'est les ultra-riches et leur mode de vie le problème. En fait, si on regarde concrètement le mode de vie des classes populaires occidentales, en fait, d'un point de vue écologique, il est aussi ravageur. Alors bien moindre, bien sûr, que celles et ceux qui ont un niveau de vie bien plus aisé. Mais en fait, si on veut vraiment construire une société écologique égalitaire à l'échelle mondiale, en fait, il y a aussi un problème du côté du mode de vie tel qu'il se matérialise aujourd'hui en Occident. J'ai essayé de faire vite. En fait, je pense que ça s'est senti un petit peu, en 20 minutes, essayer de faire le tour du carbofascisme pour pouvoir aller sur la question de l'écofascisme un petit peu aussi. Donc, on n'oublie pas tout ce qu'on a dit avant. Je vais y revenir juste à la fin. Ce sera une autre forme d'emboîtement. Et j'ai essayé de décrire cette idée d'écofascisme et pour ensuite essayer de voir comment on peut imbriquer ces deux dynamiques-là. Donc, on garde bien en tête ce panorama général de, en fait, l'extrême droite, globalement, elle s'ancre plutôt dans ce carbofascisme-là, donc dans une forme de défense des énergies fossiles imbriquées entre intérêt politique et intérêt économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes d'appropriation de l'enjeu écologique du côté de l'extrême droite. Je vais avoir besoin de distinguer notamment un double processus pour parler de l'écofascisme. Double processus qui nourrit ce processus, ce concept d'écofascisme qui n'a pas de définition à mon sens extrêmement stabilisée, je vais revenir un petit peu sur ça, mais qui décrit plutôt un type de politisation de la question écologique en termes d'appropriation de la question écologique, mais de manière réactionnaire. Ce double processus qui culmine dans cet écofascisme, c'est un processus d'une part d'écologisation du fascisme et d'autre part de fascisation de l'écologie. Je reviendrai plus tard sur l'imbrication de ces deux processus pour plutôt d'abord me focaliser sur la manière dont chacun un peu se déroule. Je vais rester un peu dans les grandes lignes pour qu'on pourra aller plus en détail si ça vous intéresse dans la partie échange. Je vais commencer par le processus d'écologisation du fascisme qui concerne essentiellement l'extrême droite. Bon, c'est assez clair dans sa désignation. Il désigne des franges très particulières de l'extrême droite. Donc, ce n'est pas du tout les franges qui vont défendre une forme de carbofascisme tel que je l'ai défini plus tôt. C'est plutôt des franges intellectuelles qui vont s'approprier la question écologique un peu en fonction aussi de leurs propres contraintes, qui ne sont pas du tout des contraintes électorales, ce n'est pas du tout aussi les acteurs qui sont en lien direct avec le capital fossile et qui n'ont pas besoin en fait, de ce type d'acteurs aussi pour exister. Donc on est sur des intellectuels qui ont aussi des impératifs qui sont très différents des forces politiques d'extrême droite. C'est important de le mentionner, et ça explique aussi pourquoi ils ont pu investir la question écologique en fait, sans que ça ait forcément de résonance sur le reste de l'extrême droite pendant un long moment. Ce processus d'écologisation du fascisme, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau. Ça existe depuis à peu près la fin des années 80. Ça a commencé essentiellement avec des intellectuels français et francophones, notamment dans une mouvance qui s'appelle la Nouvelle Droite. On ne va pas revenir forcément dessus, mais en gros, c'est un laboratoire d'idées, comme on dit aujourd'hui, qui s'est un peu donné pour mission de renouveler la pensée de l'extrême droite sur un certain nombre de plans. Et l'écologie fait un peu partie de ce paysage-là. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de ce groupe d'intellectuels a investi de la question écologique. C'est une question parmi d'autres qui existe. Il se trouve que dans ce courant, c'est notamment là qu'a été théorisée l'identité telle qu'elle est promue aujourd'hui par l'extrême droite occidentale. Donc, c'est quand même un groupe qui a eu une certaine influence, qui au départ était très francophone et qui ensuite a eu des ramifications assez importantes dans l'ensemble du monde occidental. Au départ, son rapport à l'écologie, en fait, il est plutôt hostile. C'est-à-dire que l'écologie, c'est une question de gauche. Donc, pour cette raison-là, elle est rejetée. C'est ça un peu la raison, quand on regarde un petit peu dans les revues de cette époque-là, cette mouvance politique de la Nouvelle Droite. L'idée, c'est de dire, en fait, c'est une question de gauchistes, de féministes et d'homosexuels. Du coup, on la rejette. Il n'y a pas d'évaluation directe de la question écologique pour elle-même. Donc,
c'est intéressant de voir ça juste pour voir aussi l'histoire politique de l'écologie, que en fait, c'est la gauche qui s'est approprié la question écologique politiquement en premier. Au bout d'une dizaine d'années, il semblerait qu'il y ait un certain nombre d'intellectuels dans cette famille politique-là qui se sont rendus compte qu'en fait, ce n'était pas une manière suffisamment sérieuse pour justifier le rejet de la question écologique. Au contraire, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient peut-être théoriser une conception réactionnaire de l'écologie qui pouvait avoir quand même un intérêt idéologique aussi pour l'extrême droite, pour assembler un certain nombre de dimensions différentes de leur pensée politique. Peut-être qu'une partie d'entre vous le savent, mais au sein de l'extrême droite, il y a toujours eu deux tendances. Enfin, on peut le caractériser comme ça. Il y a toujours une tendance un peu moderniste qui va défendre le développement industriel, et qui va essayer de fonder la puissance raciale, civilisationnelle, identitaire sur le fait que en fait, c'est un corps social qui aurait développé l'industrie et donc qui est supérieur grâce à ce développement industriel. Puis d'un autre côté, on a plutôt une tendance passéiste où là, cette fois, il ne s'agit plus d'exalter le génie civilisationnel et ses potentialités de développement, mais plutôt de vanter un certain enracinement dans une terre avec revendication d'une forme d'ancestralité extrêmement figée et presque en dehors du temps, en fait, de fossiliser complètement cette appartenance territoriale. On va dire que l'écofascisme il se situe très clairement du deuxième côté. C'est-à-dire que c'est une manière d'assembler un certain nombre de pensées qui peuvent exister dans ce registre passéiste de l'extrême droite. Donc, ça va à la fois donner une cohérence à un certain nombre de réflexions, mais ça va aussi couper ces intellectuels d'une autre partie de l'extrême droite qui, elle, est plutôt l'extrême droite carbofasciste aujourd'hui, dont j'ai plutôt parlé auparavant. Ce processus d'écologisation du fascisme, du coup, on voit bien qu'en fait, il existe essentiellement au sein de certaines marges de l'extrême droite. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il concerne l'extrême droite dans sa globalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un côté un peu transversal dans la manière dont la question écologique change parfois un petit peu de statut dans l'ensemble de l'extrême droite, mais simplement, ça signifie qu'il n'est pas porté par des acteurs qui sont centraux au sein de cette famille politique. Je ne vais pas revenir sur la question des partis d'extrême droite et de comment l'écologie y est traitée très directement. Je pense que globalement, la discussion va surtout porter là-dessus ensuite. Parce qu'il y a aussi des situations très différentes en fonction des pays, mais on y reviendra sûrement ensuite. Je vais passer au deuxième processus, qui est le processus de fascisation de l'écologie, qui se joue un petit peu, on va dire, en miroir de celui d'écologisation du fascisme, même si c'est un processus un petit peu de nature différente et qui concerne surtout des acteurs différents. Ce que j'appelle fascisation de l'écologie, c'est le fait qu'il existe dans le débat public un certain nombre de conceptions réactionnaires de l'écologie qui peuvent être alimentées par certains discours issus du mouvement écologiste. Ce que j'entends par là, c'est un ensemble de pentes glissantes qui peuvent exister dans le discours écolo, qui ne sont pas en elles-mêmes des déclencheurs d'écofascisme, je ne sais pas exactement comment ça m'échappe un petit peu la bonne formulation là, mais qui sont plutôt, comme je disais, des contributions par le débat public à la construction d'une certaine écologie réactionnaire ou d'un écofascisme. Ce que j'entends par là, c'est que les acteurs qui tiennent ce type de discours, ils ne vont pas eux-mêmes dériver vers l'écofascisme. Ce que j'appelle fascisation de l'écologie, ce n'est pas une fascisation du mouvement écologiste lui-même. Ça, c'est un fantasme qui existe un petit peu parfois, mais qui, en fait, ne s'observe pas vraiment. Donc, ce n'est pas un processus sociologique dans ce sens-là. C'est vraiment cette idée de contribution, de façonnage d'une certaine conception réactionnaire de l'écologie par le débat public. Je pourrais faire un peu une liste de courses de tous ces discours, toutes ces pentes glissantes qu'on peut retrouver. On va sûrement discuter un certain nombre d'entre elles, j'ai beaucoup dit ça, mais il y en a peut-être certaines qui me semblent peut-être un petit peu centrales, notamment parce que c'est des manières qu'on a de penser l'écofascisme souvent, et parfois ça me semble un peu plus compliqué que ça, et donc je vais revenir sur ça en particulier. Il y a la question notamment de la surpopulation. Souvent, on décrit le fait que des acteurs écologistes défendent le fait qu'il y ait une surpopulation comme
de l'écofascisme stricto sensu. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Je pense que la question de la surpopulation dans les discours écologiques, en fait, effectivement, elle a eu une présence importante dans la construction des discours écologistes dans les années 70 puis 80, puis elle s'est un petit peu étiolée à partir de cette époque-là. Et globalement, dans les mouvements écologistes contemporains, c'est très marginal, en fait, les discours qui défendent le fait que le principal facteur de déstabilisation du système Terre sur le plan climatique, écologique plus largement, aurait pour source principale la surpopulation. C'est un discours qu'on retrouve encore de manière assez marginale. Et puis, Louis m'a encore montré, dernière marche climat à Bruxelles, des gens qui tenaient ce type de pancarte. Mais c'est en réalité assez faible dans les pays occidentaux. Par contre, l'idée selon laquelle la surpopulation est le principal facteur de la crise écologique, je pense que c'est un discours qui, pour le coup, est très commun dans le débat public. C'est-à-dire que quand des expertes de la question écologique sont invités sur un plateau télé, dans une radio ou que sais-je, on leur pose presque systématiquement la question, mais en fait, est-ce qu'on n'est pas trop nombreux sur Terre? Pas forcément des termes aussi clairs, pas forcément de manière aussi explicite et directe, mais c'est un présupposé qui existe de manière assez courante. En fait, on peut aussi comprendre pourquoi aussi c'est une entrée facile dans la question écologique. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que d'un point de vue statistique, oui, il suffirait de dire en fait, oui, si on est 1 milliard ou si on est 10 milliards sur Terre, c'est sûr que toute chose égale par ailleurs, on pourrait dire qu'à 1 milliard, on a un impact écologique moindre. Sauf qu'en fait, cette idée de toute chose égale par ailleurs, en fait, elle n'a pas trop de sens. C'est-à-dire que passer de 1 milliard à 10 milliards, c'est pas quelque chose d'abstrait qui est complètement déconnecté du système social et politique dans lequel on vit. Donc, on ne peut pas déconnecter cette question de la population du système sociopolitique dans lequel on existe. Donc, à mon avis, la manière qu'on doit avoir de traiter cette question de la surpopulation, c'est pas de rejeter d'un revers de main les discours qui vont dire il y a trop de monde sur Terre, etc. Je ne suis pas en train de dire du tout qu'il faut réduire la population. Je vais préciser un petit peu. Je vois bien que ma formulation elle est un peu tricky. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, c'est une donnée réelle, le fait que la population ait largement augmenté dans le dernier siècle. On ne peut pas s'en abstraire complètement. C'est-à-dire qu'on est obligé de l'intégrer à l'analyse de la réalité qu'on fait. Simplement, considérer que la surpopulation... Enfin, déjà, le terme même de surpopulation, c'est considérer qu'il y a une forme d'équilibre écologique naturel qu'il faudrait restaurer et que c'est parce qu'il y a une espèce particulière au sein de cet écosystème qui se serait répandue bien au-delà de... on va dire, sa population qui permet l'équilibre du système, qui poserait problème. En réalité, cette vision des écosystèmes, elle a été largement complexifiée et nuancée, et elle ne correspond plus trop. Alors moi, je ne suis pas écologue, donc je ne vais pas entrer dans le détail de ça, mais elle a été largement complexifiée. On voit bien que c'est une vision un petit peu datée des rapports entre une population animale particulière et puis son écosystème. Pourquoi est-ce qu'on considérerait l'humanité autrement de ce point de vue-là? Alors bien sûr, c'est une espèce animale parmi d'autres qui a quand même des spécificités en termes de développement technique, etc., qui sont particulièrement importants. Mais quand on dit ça, de fait, on sort de la question purement démographique et purement statistique de la population. On se rend bien compte qu'en fait, c'est l'ensemble des infrastructures sociales, matérielles qui ont été développées, qui sont au cœur du raisonnement. Donc, cette question de la population, pour moi, on ne peut pas l'évacuer de l'analyse. Là où il y a quelque chose, par contre, sur lequel on peut avoir une ligne très claire, et c'est là que la question de la fascisation de l'écologie survient. Donc, ce n'est pas du côté de l'analyse, c'est plutôt du côté de type de propositions politiques qui vont être formulées par certains acteurs. C'est-à-dire que même si on faisait, dans l'hypothèse où on faisait le constat qu'on serait trop nombreux sur Terre, même si on vient de dire que c'est un constat qui posait beaucoup de problèmes, en fait, toutes les politiques de réduction démographique, c'est des politiques qui ont été extrêmement coercitives, racistes et misogynes. Il n'y a pas d'exemple de politiques de ce type-là à grande échelle, qui sont des politiques progressistes,
et démocratique. Et en fait, pour moi, ce critère-là, il est plus important presque que le fait qu'un certain nombre d'analyses qu'on pourrait faire purement statistiques sur une supposée surpopulation, etc. Je pense que ce critère-là est essentiel parce que c'est à partir du présent de la société telle qu'elle existe aujourd'hui qu'on va pouvoir mener une politique émancipatrice. Ce n'est pas à partir d'une certaine projection de, en fait, il faudrait revenir à une telle population idéale, à un tel seuil démographique auquel on pourrait éventuellement mettre en place un projet de société idéal. Donc, à mon sens, c'est vraiment du côté de ces propositions-là qu'il y a un ferment de fascisation de l'écologie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs écologistes dans le débat public, plutôt mainstream, qui vont agiter un petit peu cette idée de la surpopulation sans jamais rentrer dans la défense de la réduction démographique. Parce qu'ils ont bien conscience que c'est justement là, dans ce basculement-là, que se loge un projet politique réactionnaire, parce qu'ils ont bien conscience que ce type de politique-là sont en fait des politiques qui vont être appliquées globalement contre les plus pauvres, à la fois à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Donc ça, c'est un exemple de ces formes de fascisation de l'écologie. On pourrait en lister plein d'autres. J'ai pris celle-là parce que je pense qu'elle est un peu dans le débat public en ce moment. Ces derniers temps, il y a eu, vous avez peut-être vu un peu d'actualité autour du cas de Paul Watson. Paul Watson qui a souvent un peu défendu cette idée qu'il y a une espèce d'obsession démographique au cœur de sa conception de l'écologie. Voilà. On pourrait revenir sur d'autres formes de fascisation de l'écologie, par exemple sur comment sont formulées certaines défenses de la décroissance. L'idée, ce n'est pas de dire que décroissance égale écofascisme, loin de là, mais simplement que c'est une réalité que s'il n'est pas politisé, ce concept de décroissance, ben en fait, il peut nourrir des conceptions politiques assez divergentes les unes des autres. Voilà. Et sûrement que vous avez plein d'idées de discours qui peuvent rentrer dans ce cadrage de fascisation de l'écologie. Moi, je n'ai pas fait du tout une liste exhaustive ou autre, mais voilà, en fonction aussi de situation nationale, etc., il peut y avoir aussi des différences sur ce plan-là. Bon, on a d'un côté donc le carbofascisme, de l'autre côté l'écofascisme. Qu'est-ce qu'on fait à partir de tout ça? Bon, premier point qui me semble important, c'est de voir qu'il n'y a pas d'opposition frontale, fondamentale entre carbofascisme d'un côté et écofascisme de l'autre. Bien sûr, il y a, sur la question écologique, il y a une divergence assez forte, qui a des implications sur beaucoup d'autres choses dans leur projet politique, mais il y a quand même un certain nombre de points de convergence assez clairs entre ces deux fractions, si on peut dire ça comme ça, de l'extrême droite. C'est-à-dire que du coup, on peut voir qu'il y a plutôt même des éléments de convergence qui montrent qu'il y a en fait un même projet politique, certes décliné de manière différente, qui existe entre ces deux fractions-là de l'extrême droite, qui concernent en fait des secteurs différents de l'extrême droite. C'est-à-dire que leur projet, bon, le carbofascisme, ce n'est pas vraiment un projet, c'est plutôt une description de la situation existante, et l'écofascisme de l'autre, qui est peut-être un peu plus un projet idéologique forgé par des idéologues. En fait, ces deux formes d'extrême droite peuvent tout à fait s'imbriquer et cohabiter. Enfin, de fait, elles cohabitent très bien. Et en fait, si on fait un peu par exemple, on suit certains acteurs d'extrême droite qui vont présenter leurs livres, par exemple, parce que j'ai fait ce travail-là un petit peu. En fait, ils circulent entre partis politiques carbofascistes, communautés écofascistes néo-rurales, ils vont présenter leurs livres dans tous les endroits. En fait, on voit bien qu'il y a une certaine continuité idéologique très claire entre ces fractions de l'extrême droite et que elles ne sont pas du tout opposées à défendre le même type de projet politique raciste. Certes, elles n'ont pas les manières d'œuvrer au développement de ce projet au sein de la société, mais elles peuvent tout à fait cohabiter sans problème. Donc, ça signifie que, certes, la dimension écologique, elle peut éclairer certaines manières dont l'extrême droite se développe aujourd'hui, mais que ce n'est pas en singularisant ce rapport à l'écologie qu'on peut éventuellement mener une lutte, enfin j'ai dit éventuellement, je ne sais pas pourquoi j'ai dit éventuellement, mais on peut mener la lutte contre l'extrême droite aujourd'hui.
Dans le titre de ce soir, il y avait la question de comment lutter. Moi, je ne vais pas proposer un plan d'action général contre l'extrême droite. Enfin, je n'ai pas grand-chose de plus à apporter que tout ce que vous connaissez sûrement déjà très bien. Mais il y a quand même des choses qui me semblent importantes peut-être à pointer à partir de cette analyse écologique de l'extrême droite, aussi bien carbofascisme qu'écofascisme, qui sont peut-être des éléments à intégrer, notamment en termes d'intervention politique dans le mouvement écologiste, dans les mobilisations antifascistes aussi. Un point qui me semble assez central, c'est que dans notre famille politique, alors là je dis la nôtre, celle de la 4e internationale, que ce soit la gauche anticapitaliste ou Solidarité, nous en Suisse, on a très à cœur la question de l'écosocialisme, c'est-à-dire une perspective de rupture avec le capitalisme pour stopper cette enrayage écologique des rapports entre la société et la nature. Moi, j'ai rien à redire trop là-dessus, au sens où je pense qu'il y a des très bonnes ressources qui décrivent ça très bien, notamment le manifeste pour une révolution éco-socialiste de la 4e internationale, petite promotion. Moi, ce qui me semble important, mais qui est un peu au cœur de notre famille politique, c'est le fait d'insister sur la dimension internationaliste de notre engagement. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que je pense que dans la manière dont les mouvements écologistes parlent aujourd'hui d'écologie en Occident, ils vont souvent insister sur le fait que y a des responsabilités différenciées entre le nord global et le sud global. Le fait aussi que le vécu de la crise écologique, il n'est évidemment pas le même dans le nord global et dans le sud global, et qu'il y a même une inversion entre les deux. C'est-à-dire que les plus responsables sont aussi celles et ceux qui subissent le moins le ravage écologique, et inversement, les moins responsables, c'est ceux qui le subissent le plus. Tout ça est très vrai, mais simplement j'ai l'impression que c'est une description un petit peu figée de cette réalité-là. C'est-à-dire qu'on décrypte assez peu les mécanismes qui peuvent être en jeu, et notamment le fait qu'il y a une dimension écologique à l'impérialisme aujourd'hui. Je pense que le terme d'impérialisme, il revient beaucoup ces dernières années. Je pense que c'est évidemment le résultat d'une crise globale du capitalisme qui fait qu'il y a une radicalisation de certaines puissances, notamment des États-Unis évidemment, mais pas que, qui fait que, de fait, c'est un terme qui retrouve une certaine pertinence, une certaine acuité aussi pour décrire certains comportements politiques d'État particulièrement agressifs, alors qu'à un certain moment, c'était un terme qui était un peu tombé en désuétude. On a déjà vu ça avec le concept de capitalisme lui-même, mais je pense qu'on est un peu dans cette période où le terme d'impérialisme revient. On voit beaucoup de mouvements politiques qui en parlent, mais parfois de manière un petit peu floue et générale. Je pense que c'est important d'essayer de décrire certains processus, et le fait que si on parle d'inégalité nord-sud, en fait, c'est fondé sur... Alors moi, j'ai parlé de cette dimension écologique là, d'aspiration des ressources, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une logique prédatrice d'entreprises occidentales, d'États occidentaux sur les ressources du sud global, qui sont aspirées, soit directement, les ressources sont directement importées dans les pays occidentaux, soit elles sont transformées sur place, et puis ensuite les produits sont exportés vers l'Occident. Donc ça, c'est la dynamique d'aspiration. Et puis après, il y a la dynamique de délocalisation de la pollution, qui est soit on va exporter les déchets et divers types de pollution vers les pays du Sud, du Nord vers les pays du Sud, soit vu que les ressources ont été directement transformées dans les Suds, il y aura un impact écologique qui, directement sur place, sera émis. Je pense que cette dynamique-là, en fait, elle est centrale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de décrire il y a des responsables qui subissent moins le réchauffement, le ravage écologique d'un côté, et puis d'autres moins responsables qui qui subissent davantage ce ravage. Je pense qu'il faut essayer de décrire ce processus permanent, de montrer quelles entreprises y contribuent, comment les États favorisent cet échange écologique inégal. Je pense que c'est un peu là-dessus que notre intervention politique peut se déployer pour essayer de développer cette écologie anti-impérialiste qui, je pense, manque beaucoup au mouvement écologiste aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là pour la partie tout seul.